question de l'individuation. Nous, on monte petit à petit, on avance un peu en spirale. Alors, ça touche des sujets que nous avons déjà développés en partie et ça, espérons, ça les développe. Et alors, la dernière fois, nous, on avait utilisé la bande de Mobius pour parler de cette individuation à partir de ce que, en reprenant les concepts de Simondon, il va dire les pré-individués et l'individuation. Alors, les pré-individués, c'est ce qui précède le fait qu'il y ait des éléments, pour reprendre un peu, on parlait dans la singularité du vivant, c'est-à-dire ce qui apparaît comme découpé, comme séparé, ce qui ordonne le monde pour des êtres eux-mêmes ordonnés. Alors, ce qu'il va dire Simondon, c'est que les individus, c'est-à-dire ce qui existe, ce que nous percevons comme séparés, y compris nous-mêmes en tant que séparés, notre perception de nous-mêmes en tant que séparés, dépend dès qu'il y ait un mouvement d'individuation, un mouvement dans lequel il va apparaître comme une sorte de couche, de niveaux émergents, à partir duquel existent des individus, des rochers, des arbres, des vaches. Vous voyez, c'est-à-dire que dans ce sens-là, la bande de Mobius illustre bien ça, n'est-ce pas? Parce que vous vous rappelez, on disait que A égale à A, le principe des tiers exclus, A égale à A, et donc A n'est pas égal à B, de l'autre côté. Et ça c'est le côté A, ça c'est le côté B. A est égal à A, et A n'est pas égal à B, parce que c'est vraiment le principe d'individuation. C'est-à-dire le principe d'individuation veut dire que va émerger une cohérence avec une unité. Et effectivement, la bande de Mobius, c'est ce qui nous permet de voir, comme d'un point de vue topologique. Je disais, la bande de Mobius n'est pas simplement un exemple, ce n'est pas une illustration. Et vraiment un objet qui fonctionne de façon analogique avec pas mal de fonctionnements réels, pour dire comme ça, n'est-ce pas? Qui veut dire, par exemple, que, bon, vous savez, la fameuse tour de passe-passe de la bande de Mobius, que A est égal à A, et si on parcourt, si on explore A, on se trouve avec A est égal à B, c'est-à-dire on se trouve de l'autre côté. Donc, c'est cette idée de que dans l'individu, il y a toujours un principe d'individuation qui précède. C'est-à-dire que ce que nous percevons nous-mêmes, ce qui existe, etc., va dépendre, non pas dans un réalisme naïf les choses sont là, je suis là, etc., mais il y a un mouvement qui est assimilé d'un point de vue phénoménologique à la situation ou au phénomène, dans le sens auquel, effectivement, c'est parce qu'il y a une couche partagée, une base partagée, je ne sais pas comment dire, mais pas une dimension partagée, que co-émerge ce qu'on appelait un sujet, ce qu'on appelait l'objet, un monde. Les mondes émergent d'une même coupe. Il y a une même coupe de coproduction du monde. Sans qu'il y ait dans les pré-individués, c'est-à-dire c'est pas qu'il y a quelque chose d'autre, vous comprenez que ce serait plus vrai. C'est pas qu'il y a quelque chose, on dit, bon mais est-ce que la vérité c'est que A n'est pas égal à A, ou est-ce que la vérité c'est que A est égal à A? Il n'y a aucune vérité de fond. La vérité, elle est toujours situationnelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité, attention, ce n'est pas la question postmoderne, subjectiviste, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité. La vérité, c'est qu'une fois qu'il y a eu la individuation qui émerge, une situation qui émerge, une couche phénoménologique, eh bien, pour cette couche phénoménologique et par cette couche phénoménologique qui a émergé, il y a une vérité. Il y a une vérité, il y a un principe d'identité, il y a une distribution, n'est-ce pas? Alors c'est pas pareil, c'est-à-dire il y a une séparation, c'est-à-dire l'homme qui regarde l'arbre, ce n'est pas l'arbre, n'est-ce pas?
Mais c'est vrai que c'est quand même comme ça, cette hypothèse de la phénoménologie qui toujours traîne comme ça, qui va dire l'arbre est là parce que l'homme regarde l'arbre, n'est-ce pas? Et ça se prête à une sorte de subjectivisme radical, vous voyez, de dire ah bon, d'accord, donc si je ne regarde pas l'arbre, l'arbre n'existait pas. Ou bien toutes les théories postmodernes de la subjectivité qui disent ce qui existe parce que moi je le perçois et je l'ordonne, non? Qui est un peu la théorie dominante aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que c'est une sorte de subjectivisme radical sans sujet dans lequel même les objets de l'astrophysique, astronomique, sont délimités par les chercheurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est parce que je délimite ça qu'elles existent. Et là, on est dans les positions symétriquement opposées au réalisme naïf, qui va dire, mais non, les choses existent, toi tu existes, et bon voilà, tu peux connaître des choses, mais les choses existent, n'est-ce pas? Donc d'un côté, il y a le subjectivisme, qui n'est pas que postmoderne, loin s'en faut, c'est quand même Hume, c'est le scepticisme, n'est-ce pas? Hume va dire tout est perception, hein? Être c'est percevoir, hein? Être c'est percevoir. Ce que je ne perçois pas, je ne peux rien affirmer. C'est pour ça qu'on disait que Hume n'a jamais su si son derrière existait. Vous voyez, parce qu'il ne pouvait pas le voir, vous voyez, alors, parce que être, c'est percevoir, n'est-ce pas? Bon. Et alors, donc, effectivement, cette idée qui vient de l'ancien scepticisme grec, n'est-ce pas, aussi, et qui revient, à des moments historiques, revient, c'est-à-dire jamais les préoccupations philosophiques surnagent comme ça, éternellement, en étant là, en attendant que quelqu'un aille lire. Les problématiques reviennent dans des époques très concrètes, n'est-ce pas? Et des époques dans lesquelles, par exemple, dans la modernité, on peut dire que la tendance majoritaire est majoritaire dans la modernité et dans certains réalismes naïfs, n'est-ce pas? C'est-à-dire le monde, les objets, le réel est là et je dois le découvrir, n'est-ce pas? C'est les lumières, je dois découvrir, Newton découvre, n'est-ce pas, la loi de la gravitation universelle, il la met en ordre, mais il découvre, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on peut dire que dans des époques, les époques sont ordonnées par des pratiques différentes qui produisent matériellement, concrètement, produisent des mondes différents. Vous voyez? C'est-à-dire que ce n'est pas que pendant la modernité, on a ignoré la complexité, par exemple, et que c'était complexe. Il existe une consubstantialité entre la pensée et l'étendue et la matière, n'est-ce pas, qui ne fait pas qu'on puisse appliquer à un développement historique matériel n'importe quelle idée. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que quand la tendance majoritaire dans l'action humaine, dans toutes les dimensions, artistiques, sociales, scientifiques, quotidiennes, quand la compréhension, la tendance, l'hypothèse, les rapports au monde dominant est réaliste, c'est parce qu'effectivement on est en train de construire un monde dans lequel tout se passe, vous voyez, tout se passe. Non, c'est-à-dire qu'il y a une émergence qui a une certaine consistance, tout se passe, tout se développe dans le cadre d'un réalisme plus ou moins naïf, plus ou moins dialectique, vous comprenez? Donc ça se passe comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bruit dans le système, bien entendu, il y a des bruits dans le système. Le bruit dans le système, il est théorique, il est pratique, c'est les critiques de Spinoza, de Leibniz, peu importe. Mais on peut dire qu'il y a une construction matériel du monde qui est consubstantiel avec ce que le monde produit comme pensée. Hein? C'est que les humains et le monde en général, la pensée est produite par le monde. Hein? C'est-à-dire, c'est ce que dit Spinoza, les pensées, ce n'est pas les humains qui les produisent, non, les humains, ils trouvent ça au hasard.
Ce qu'il dit dans l'éthique, c'est rigolo, il dit au hasard. C'est-à-dire que tout à coup, un humain, non, de par son développement, de par sa vie, de par son parcours, etc., trouve une idée qui correspond à sa pratique. N'est-ce pas? Si elle ne correspond pas à sa pratique, il ne trouve pas une idée. Il trouve une opinion, une information, vous voyez. Trouver une idée, ça veut dire qu'à des pratiques concrètes, tout à coup, cette idée lui correspond. N'est-ce pas? Il n'y a pas une référence, non? Mais il y a une sorte de consonance dans laquelle il y a une coproduction ensemble. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que les modes de penser le monde correspondent à un mode de construction du monde dans une époque et pour une culture déterminée. Alors, entre le réalisme naïf et le subjectivisme, nous avons étudié quelle est notre position. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas croire que le subjectivisme de Hume ou le scepticisme pourrait être une erreur de la pensée, comme le réalisme pourrait être une erreur de la pensée. Ce sont des modes de co-construction du monde, voyez, et qui correspondent toujours à une matérialité de la production d'un monde qui est produit dans ces hypothèses-là, dans ces axiomes-là. Donc la matérialité du monde confirme l'idée, l'idée confirme à la fois cette matérialité parce qu'il y a ce devenir parallèle mais co-substantiel. Hein. C'est les deux attributs de la substance que va dire Spinoza, hein, que c'est la pensée et l'étendue. Hein. Alors, nous on dit effectivement, aujourd'hui, on vient à cette pensée phénoménologique qui est sous des formes différentes, même à partir de l'ancien néoplatonisme, et là, etc. Non? Mais tout à coup, il y a une réactualisation de ça en disant, peut-être pour comprendre notre monde, les défis de notre monde, les limites des développements matériels, vous voyez, c'est-à-dire que les pensées, les concepts philosophiques, ils viennent toujours quand tout à coup, il y a des problématiques qu'on ne peut plus éviter. Comment on évite les problématiques? On les évite en les qualifiant de bruit, d'exception, des hérésies, peu importe, vous voyez. Et à un moment donné, c'est ça aussi un changement d'époque. Un changement d'époque, on peut le voir parce que, et théoriquement et matériellement, il y a quelque chose qui va buter contre un obstacle qui va devenir, hein, c'est les fameux appels, hein, comme on les nomme l'appel, hein, qui va devenir du coup la base à partir de laquelle les axes de la nouvelle production du monde va se développer. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment comme ça, dans lequel effectivement il va y avoir, on a buté, ça fait un siècle, un peu plus d'un siècle maintenant, c'est la grande crise, c'est 1900, hein, et alors donc ça bute, et on a vécu, pour dire comme ça, tout un siècle de déconstruction. Et déconstruction des anciens axiomes, déconstruction des anciens modes d'agir, déconstruction des anciens paradigmes, non? Et on peut dire qu'aujourd'hui, petit à petit, on voit qu'une pensée phénoménologique, une pensée que chez Sartre, chez Husserl, était déjà, d'une certaine façon, hein, c'est-à-dire c'est pas une nouveauté, c'est une réactualisation, non? Nous permet de penser les mondes comme effectivement c'est dans lequel c'est ni de réalisme naïf, ni du subjectivisme, mais cette individualisation qui précède les individualités. Vous comprenez, qui précède, c'est ce qui nous permet aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est-à-dire, grosso modo, moi je dirais que d'une façon un peu grossière, un peu caricaturale, il y a comme deux possibilités aujourd'hui. Soit une sorte de tendance nihiliste de destruction dans laquelle on ne peut rien faire, on n'a qu'à déléguer la rationalité à la machine, les théories transhumanistes, etc. N'est-ce pas? C'est-à-dire cette sorte de destruction du vivant, ou la possibilité d'une pensée forte, mais qui à la fois, pour être forte justement,
ne doit ni faire un remède de réalisme naïf, ni, effectivement, surtout pas, tomber dans les nihilismes subjectivistes. Cette pensée-là, Simondon, il dit, la phrase de Simondon, elle est claire, elle dit l'individu n'est pas l'être, mais l'acte. L'individu n'est pas l'être, mais l'acte. Vous comprenez? C'est-à-dire que par rapport à cet individu substantiel, cet individu de la modernité, n'est-ce pas, qui dit « moi, je suis là hein », c'est-à-dire cette individualité que Descartes aussi va affirmer, c'est-à-dire il affirme son être, et il constate son être parce qu'il pense, n'est-ce pas, c'est-à-dire il dit bon, « je doute », mais qui doute? Vous comprenez? C'est-à-dire il dit « je doute », mais qui doute? Et les doutes confirment celui qui doute, non, confirme. Bon, effectivement, cet être, d'un point de vue phénoménologique, nous pouvons le penser comme la phrase de Simondon qui dit l'individu n'est pas l'être, mais l'acte, n'est-ce pas? L'acte. Il y a un acte, il y a une action, il y a un devenir à l'origine de l'individuation. Vous voyez? C'est l'acte qui est à l'origine de l'individuation. Ça pose le problème effectivement de l'identité du sujet. Hein, de dire oui, mais moi je suis là, hein, c'est-à-dire cette expérience que nous avons, qui est une expérience très paradoxale, parce que s'il y a quelque chose qui caractérise les êtres vivants par rapport à l'inerte, c'est bel et bien que les êtres vivants, ils changent en permanence. C'est-à-dire que l'Héraclite, il a bien vu, hein, c'est-à-dire on ne se baigne jamais dans le même fleuve, des fois dans le même fleuve, mais on n'est pas, et de toute façon je ne suis pas les mêmes pour me baigner dans les mêmes fleuves non plus, vous comprenez, les fleuves est autre, mais moi aussi je suis autre, n'est-ce pas? Alors, cette identité, n'est-ce pas, cette idée de, mais qu'est-ce qui est un sujet? Non, qu'est-ce qui est un sujet de l'acte? Non, qu'est-ce qui est un sujet de l'acte? Qui agit, hein, comme on dit, penser et agir dans la complexité. C'est là où moi je pensais faire un rappel de ce qu'on avait vu longtemps par rapport à Leibniz. Hein, quand Leibniz va dire les prédicats est inclus, est inclus dans la notion du sujet. Hein. Les prédicats est inclus dans la notion du sujet. Alors il va dire il est possible d'imaginer un Adam non pécheur, mais il n'est pas compossible. Vous vous rappelez cette différence entre possible et compossible qui veut dire dans les vrais mondes existants, ça ne compose pas. Hein, c'est-à-dire ça ne peut pas exister. Hein. Alors, c'est possible de les penser, mais ces possibles-là ne peut pas advenir à l'existence. Et alors, c'est là où était surgie, je me souviens, une question qu'avait posée quelqu'un et qu'on avait beaucoup parlé par rapport à ça. Hein. C'est quelqu'un qui avait dit, bon, mais alors, mais possible, c'est-à-dire le fait de que Adam est pécheur depuis toute l'éternité, dit Leibniz. Non? Donc, c'est possible qu'ils sont là, hein, comme s'ils étaient en forme, pour dire ça, pléromatique, non, en puissance. Non? C'est possible, donc ça veut dire que moi, en tant que sujet, j'ai des possibles cachés quelque part, non? Comme si c'était une sorte de métaphore de la génétique déterministe, hein? Pas la génétique vraie, mais la génétique un peu idéalisée, surdéterministe. Et c'est là où, si l'individu n'est pas l'être mais l'acte, c'est là où on voit effectivement que ce n'est pas qu'on ne peut pas penser à un Adam non pécheur parce qu'Adam, en tant qu'individu, serait surdéterminé à pécher. Mais parce qu'il n'y a pas d'autre Adam que dans les actes qui déterminent Adam dans chaque situation. Vous comprenez? C'est-à-dire que Adam, non, nous en tant qu'individu, on n'est pas une substance, on n'a pas une identité, une cohérence telle qui nous permet de dire je suis le même dans toutes les situations. Vous voyez? C'est-à-dire que ce qui sort d'un fatalisme, parce que Leibniz se défend beaucoup d'être fataliste, et pourtant il dit Adam ne pouvait pas ne pas pécher. Alors, mais alors c'est déterminisme fataliste. Là où c'est pas fataliste, c'est dans le sens où ça serait fataliste
s'il existait un individu, vous voyez, un individu comme dans la société de l'individualisme qui dit moi je suis égal à moi-même, moi c'est moi, etc., etc., s'il existait un individu substantiel, un individu qui traverse des situations dans sa vie en étant toujours égal à lui-même, effectivement, ça serait un fatalisme total, parce que ça veut dire que pour un mec, il traverse des situations qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, que c'est l'inconnu total, mais que quand même, c'était déterminé, prédéterminé ce qu'il va être en chaque situation. Alors, comment sortir du fatalisme? Eh bien, la sortie du fatalisme, effectivement, est du côté de que l'individu n'est pas l'être, hein, mais l'acte. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ce que nous définit en tant qu'individu, c'est cette individuation en acte qui, en changeant de situation, nous change nous aussi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'est absolument pas les mêmes dans des situations différentes. Et par situation, il ne faut pas comprendre simplement quelque chose de synchronique, ici et maintenant. Les situations sont des situations intriquées. Il y a des situations qui sont, par exemple, l'effet d'avoir un corps. Bah, c'est une situation, hein, comme dit Merleau-Ponty, mon corps est ma première situation, à la fois, n'est-ce pas? C'est-à-dire que par situation, il ne faut pas comprendre en sorte d'instantanéisme, au contraire, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a l'autre côté historique hein, qui est là. Mais, dans tous les cas, cette désaccommodation permanente, hein, cette désaccommodation permanente de soi vers soi, qui est ce qui fonde le vivant. Hein, cette désaccommodation permanente dans laquelle, contrairement à la pierre qui doit son identité à rester la même, hein, à garder exactement les mêmes molécules qui la constituent en permanence, nous devons notre identité à quelque chose de tout à fait opposé, qui est cette désaccommodation de soi avec soi, cette désaccommodation de soi avec soi, qui fait que, effectivement, il y a quelque chose d'historique qui participe à la donne de la nouvelle situation. N'est-ce pas? Mon corps, mon histoire, ma singularité, ma famille, ma langue, participent à la nouvelle situation, mais participent, comme on avait dit, non, qu'il y a plus d'éléments que de parties. Il y a plus de parties que d'éléments. Hein? Comme on avait dit, il y a plus de parties que d'éléments. C'est un théorème de Cantor, hein, qu'on se sert pour ça. Il y a plus de parties que d'éléments. Ça veut dire quoi? Les éléments, là pour dire, non, c'est-à-dire un Adam pécheur, après un Adam qui quitte le paradis, je ne fais rien, au Jean-Pierre qui fait un truc, et qu'après il fait l'autre truc, peu importe. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le corps de Jean-Pierre, l'histoire de Jean-Pierre, la langue, toute cette multiplicité dynamique, non dénombrable d'ailleurs, non, qui constitue chacun de nous, sont les éléments. Ces éléments-là ne sont pas infinis. Non, il y en a une grosse quantité parce qu'à la fois c'est articulé avec d'autres, les éléments d'autres, etc. Mais ce qui va dire ce théorème de Cantor et qui à nous intéresse là pour illustrer cette action comme individuation, c'est qu'il y a plus de parties dans une situation que d'éléments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes éléments, les éléments qui me constituent, peuvent s'articuler d'une façon quasi infinite en déterminant mon identité de façon différente dans différentes situations. Vous comprenez? C'est-à-dire, par exemple, il y a un élément qui est très important, qui est la mémoire, quand même. La mémoire est, et c'est même un des problèmes avec la technoscience, les désirs aujourd'hui d'augmenter la mémoire, de modifier la mémoire, parce que dès Platon jusqu'à nos jours, la seule trace d'identité qu'on a, c'est la mémoire. Pas que la mémoire consciente, ça c'est un problème, n'est-ce pas? La mémoire incorporée, la mémoire corporelle, la mémoire même qu'on ne peut pas accéder à la conscience, mais la mémoire, c'est ce qui nous constitue comme une sculpture, n'est-ce pas? Alors, la mémoire
ne va pas constituer notre identité dans toute situation. Notre mémoire, qui nous constitue, sera un élément de plus qui va s'articuler dans les parties qui vont nous constituer dans la nouvelle situation. C'est compréhensible ça? C'est-à-dire que dans l'exemple qu'on a parlé, évoqué, je ne sais pas si vous avez eu la curiosité finalement d'aller lire la chute de Camus. Et dans la chute de Camus, dans la chute de Camus, il y a cet fameux avocat. Il est avocat. Sauf qu'à partir des ploufs dans l'eau de la fille, cet élément-là, avocat, il reste, mais s'articule autrement dans les parties de la situation nouvelle. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que tout à coup, il y a un néant et il émerge un nouveau. Vous comprenez? Ce n'est pas que tout à coup, c'est très drôle parce que c'est ce que Damasio il raconte dans, comment ça s'appelle, de soi, comme le titre de... Les sentiments de soi, oui, les sentiments de soi, comme ça. Il raconte dans les différentes pathologies neurologiques, il raconte cette dégénérescence qui modifie la possibilité de se reconnaître, non? Et alors, le mec qui va devant la glace, il dit « Bonjour monsieur », n'est-ce pas, parce qu'il ne se reconnaît pas, n'est-ce pas? Alors, effectivement, là la question c'est qu'est-ce qui nous permet de nous reconnaître? Ce n'est pas comme ça, c'est pas que tout à coup on a tous une maladie neurologique, vous voyez, et même qu'on se démembre, vous voyez, qu'on est constitué comme la pâte à modeler autre. Non, bien entendu, les mecs ils restent hommes, avocats, français, patatim, patatan, sauf que ça sont les éléments, ça c'est pas son identité, ça sont les éléments. Vous voyez, c'est un tout petit peu aussi la racine de « on n'est pas femme, on le devient ». Vous voyez, ce sont des éléments. Ce qu'on va être va être donné par la nouvelle articulation des éléments dans les parties de la situation. C'est compréhensible ça? Donc, c'est pourquoi Sartre va introduire à juste titre la notion de mauvaise foi qui dans les contes de Camus, ça correspond comme une bague au doigt. Parce que l'avocat, il dit non, moi je suis un avocat très important qui va à un rendez-vous, et il va dire non. Il va dire non. Vous voyez? Dans la nouvelle donne, l'élément avocat n'est plus prioritaire. C'est vrai que dans les différentes donnes, donc, on va dire par exemple pour à des fins pédagogiques, comme ça très clair, que je deviendrai une partie de la nouvelle situation. C'est pas une nouvelle partie de la nouvelle situation, etc. Dans la nouvelle partie de la nouvelle situation, il y aura des donnes différentes qui seront prioritaires. Vous comprenez? C'est-à-dire que si vous êtes noir et vous baladez dans la rue, vous baladez dans la rue et tout à coup, quelqu'un vous demande est-ce que vous êtes du quartier parce que je cherche ma rue. L'élément noir, là, il est nul et non avenu. Vous comprenez? Si en revanche vous baladez dans la rue et tout à coup, dans la nouvelle donne, il y a un raciste, l'élément noir, dans la nouvelle constitution, va devenir prioritaire. Vous comprenez? C'est-à-dire que la non-substantialité de l'individu ne veut pas dire que nous sommes une sorte de soupe sous-atomique, vous voyez, et que dans les nouvelles situations, on se réforme. Non? Ça veut dire que les éléments s'articulent autrement. Hein? Alors, cette désaccommodation de soi avec soi, non, c'est dans lequel je sens qu'il y a quelque chose que A est égal à A, je dis A est égal à A est égal à A, mais quand même, je sens que, vous voyez, qu'il y a quelque chose que, si j'affirme, vous voyez, c'est la fameuse phrase dans L'être et le néant de Sartre, quand il dit un médecin qui se prend pour un médecin est un fou. Vous voyez? Et à la fois, le mec il dit, mais je suis médecin. D'accord, mais tu es médecin, mais ça dépend de la situation. Vous voyez, ça dépend de la situation. Hein? Tu ne laisses pas d'être médecin, tu n'arrêtes pas d'être médecin. Mais tu n'es pas convoqué en tant que médecin
quand tu es en train de jouer avec tes enfants, quand tu es dans la rue, quand tu es avec ta femme, quand tu es dans une situation politique extrême, vous voyez, c'est-à-dire que la position, c'est un truc que je racontais parce que ça m'avait fait rire. Un jour, en arrivant dans les services de psychiatrie, je travaillais à Reims. C'était l'époque où Trump n'avait pas encore réchauffé la planète. Et donc, on arrive à Reims et il y avait 40 cm de neige, 50 cm de neige. Et alors, dans les trains, il y avait le malheureux chef de service, Ferrari s'appelait, pour bien le nommer, et les chefs de clinique, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'était deux blancs-becs absolus. Et alors, on descend, il y a 40-50 cm de neige, non? Et l'hôpital était très loin, quoi. Et alors, tous les deux, ils se mettent à crier comme des hystériques totales. Nous sommes médecins, nous sommes médecins. Et l'autre disait, je suis le chef de service, je dois aller à l'hôpital. Et les gens les regardaient parce qu'effectivement, il y avait un truc. Et ben non, ici et maintenant, tu es un mammifère coincé par la neige, tu vois. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est ces trucs-là comme ça, cette mauvaise foi, que c'est ce que d'ailleurs, c'est ce que Spinoza appelle l'idée inadéquate, l'idée inadéquate, qui empêche d'agir. C'est-à-dire, mais là, il y a la mauvaise foi, n'est-ce pas? Les mecs disent, comme dans mon service, la secrétaire, il suffit que je fasse comme ça, il m'apporte un café. Qu'est-ce que fait cette neige-là en train de m'emmerder, n'est-ce pas? Sauf que dans cette situation-là, c'est pas que lui il avait perdu son diplôme de médecin, il était absolument chefissime. Mais là, il y avait 50 cm de neige, vous voyez, c'est-à-dire, alors donc, cet élément-là, c'était pas celui qui définit les parties qui articulent la nouvelle situation. Et alors, cette désaccommodation-là est quand même à la base de la souffrance existentielle, non? C'est ce que Sartre va appeler l'angoisse existentielle. Alors, moi, je veux dire deux choses avant de passer à les exemples. Cette désaccommodation-là, non, est à l'origine de pas mal d'idées inadéquates, non? Pourquoi? Parce que les garçons de café de Sartre, non, n'est rien d'autre qu'un garçon de café. Mais à la fois, un garçon de café n'est pas égal à un garçon de café. Vous comprenez? Il n'y a pas une égalité. C'est-à-dire que je ne suis pas... Vous voyez, là, les pauvres malheureux, là, Ferrari en question, il pensait qu'un chef de service est égal à un chef de service. Et pourtant, il n'est rien d'autre que les chefs de service, vous comprenez? Mais aucune identité fonctionne de façon A égale à A. Vous voyez, parce que A égale à A, sauf que, eh ben, A égale à A, mais la base, elle est tellement pré-individualisante que, à la fois, il y a quelque chose qui fait que ça met en danger en permanence ça. C'est même la différence qui existe dans l'individuation, comme Simondon va le présenter, entre l'individuation de l'inerte et l'individuation du vivant. Il veut dire que chez les vivants, dans l'être individué, il reste toujours quelque chose de l'individué. Vous voyez? Il reste quelque chose de l'individué. En tant que dans l'inerte, non. Une pierre est une pierre, ciao. Vous voyez? Une machine, les parties qui constituent une machine sont les parties qui constituent une machine. C'est-à-dire que la différence entre l'inerte et le vivant, et de façon plus complexe encore pour l'humain, certainement, mais sur la même base, c'est que dans l'individuel, les mecs, ils sentent bien quand même qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Cette non-fonctionner, on peut le présenter comme ça. On peut le présenter comme le garçon de café n'est rien d'autre qu'un garçon de café, mais il n'est pas égal à un garçon de café. Alors là, il y a deux exemples que je voulais... Un exemple et une problématique que je voulais introduire. Et l'exemple, c'est une chanson, mais que ceux qui sont plus de 20 ans, non, comme vous disiez, chansons d'Aznavour, on ne peut pas connaître, non? Non, moi de 20 ans, on ne peut pas connaître. Que c'est un truc très vieux, quand je suis arrivé en France, il y avait un truc qui s'appelait Starmania, je ne sais pas quoi. Il y avait une chanson très très rigolote qui s'appelait La Cervesse Automate. Alors la cervelle automate, ça jouait avec les mots tomate et une automate. Alors la cervelle automate, il faut voir, c'était Montréal, non? Montréal en hiver, vous savez, c'est la taupinière, non? C'est-à-dire il y a un Montréal au-dessous de Montréal. Non? Et alors, la cervelle automate travaille dans les underground cafés
Et elle s'appelait comme ça, c'est la chanson. Elle travaille dans un café, mais elle dit, la chanson est très très rigolote, vraiment écoutez-la parce que c'est, philosophiquement, c'est toute l'angoisse existentielle de Sartre, elle est décrite là, et la névrose de tous nos patients qui nous permettent de manger, non? Et qui est, elle dit, ma vie ne me ressemble pas. C'est fantastique, vous voyez, c'est-à-dire, ma vie ne me ressemble pas. Ah bon, d'accord, alors elle dit, la serveuse de tomates, elle va aller planter des tomates au soleil, n'est-ce pas? Alors on dit, bon, je ne sais pas, est-ce que c'est possible? Déjà, les tomates au soleil, il faudrait déjà quitter le Canada, vous voyez, c'est-à-dire descendre beaucoup. Est-ce qu'elle a les sous? Est-ce qu'elle peut aller? Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette souffrance, cette angoisse existentielle, joue entre deux points par rapport à la possibilité de changer. Là, on parle des êtres humains, pas que des vivants, des êtres humains. Ça joue sur deux pôles opposés entre lesquels toute l'angoisse, la névrose, la tristesse, la frustration se baladent. D'une part, A est égal à A. Alors on dit, tu dois te contenter avec ce que tu es. N'est-ce pas? Et c'est la phrase réactionnaire, tu as tout pour être heureux. Hein, tu as tout pour être heureux, heureuse. Donc, c'est ta vie. Tu dois assumer ta vie. Ça a l'air sérieux, n'est-ce pas? Ça a l'air sérieux, tu dois assumer ta vie. Et de l'autre côté, une discontinuité totale dans laquelle on dit, je suis la serveuse aux tomates, mais demain, je vais être celle qui plante des tomates au soleil. Vous comprenez? Donc, une discontinuité qui dit, moi, aujourd'hui, je suis la serveuse aux tomates, demain, je peux être président des États-Unis, après-demain, je peux être astronaute. Et si quelqu'un me dit, non, tu ne peux pas tout être, c'est un crime contre la liberté individuelle. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas tout être? Vous voyez? Donc, la souffrance humaine, la souffrance névrotique, la souffrance psychique, c'est valable entre ces deux pôles-là. La acceptation tristissime de que, bon, voilà, il faut assumer, c'est comme ça, il n'y a rien d'autre, n'est-ce pas? Que c'est un tout petit peu comme ne plus sentir la démangeaison des ailes, hein, pour prendre comme ça ce passage dans le dialogue de Platon, ne plus sentir la démangeaison des ailes. Hein, vous savez, parce que comme Platon, il va dire, les humains sont des anges déchus, qui ont perdu les ailes. Mais certains sentent encore la démangeaison des ailes. Voyez. Alors donc, l'idée c'est de dire, mets-toi de l'aloe vera si ça te démange. Et en plus c'est bio, tu vois, mets-toi de l'aloe vera, on va voir un psy qui t'adapte, qui t'explique que voilà, voilà, tu es ça, principe de réalité. Ça c'est le principe de réalité disciplinaire, n'est-ce pas? Mais l'autre possibilité, c'est que j'aurais dû être tout autre. Pourquoi est-ce que ma mère est ma mère? Pourquoi est-ce que j'ai mon corps? Pourquoi est-ce que j'ai eu telle maladie? Oui, parce que c'est aussi avec ce qu'on considère les accidents. Parce que les accidents peuvent être accidents dans le sens que c'est possible de ne pas l'avoir. Mais dans ta putain de vie, c'est pas comme possible de ne pas l'avoir. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est comme un tango. C'est-à-dire, putain de vie, c'est l'esprit tango, c'est pas de la grossièreté. Et les tangos, il est un peu grossier. Mais vous comprenez, c'est-à-dire, c'est même les accidents, mais par rapport aux accidents, de dire, mais pourquoi est-ce que moi, ces jours-là, j'ai dû passer ma jambe sous les camions? Et vous savez, c'est les trucs typiques des traumas, non? Mais une minute avant, et oui, mais une minute avant, tu ne savais pas que tu allais glisser, passer la jambe sous les camions, n'est-ce pas? Ou pourquoi ce microbe, il est venu dans... Ouais. Eh bien, les accidents, ce qu'on considère comme des accidents, bah, ça fait partie des comme possibles qui limitent en permanence les possibles. Donc, l'idée névrotique, toujours l'idée névrotique est de pleurer toute sa vie, mais toute sa vie, parce que c'est une injustice. Tout est vécu comme une injustice, vous voyez, parce que ça pourrait être absolument autre, vous voyez. Même, on pourrait aller jusqu'au crossing over, vous voyez, des génétiques, des gènes, de dire, bah, il aurait pu avoir, plutôt que XY, XX, vous comprenez, j'aurais pu être un homme, une femme,
Pourquoi? Vous voyez, c'est-à-dire que, et croyez-moi, avec 35 années de clinique psy, c'est inimaginable la quantité d'injustices que les humains peuvent imaginer être victimes, n'est-ce pas? Qui va du sexe, de la nationalité, des couleurs de peau, du corps, les parents, les pays où ils sont nés. C'est inépuisable. Inépuisable cette attitude de considérer qu'on aurait pu, on aurait dû être tout autre, n'est-ce pas? Bon. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Soit il y a, mec-toi de la l'aloe vera dans la démangeaison des ailes, principe de réalité, tu as tout pour être heureux, et ciao. Ou il y a cette liberté absolument imaginaire, cette liberté imaginaire dont Marx il parle beaucoup, c'est-à-dire la liberté bourgeoise comme une liberté qui aussi c'est très libre, parce que de toute façon, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, comme tu peux rien assumer, en plus tu culpabilises parce que j'aurais pu être autre, j'ai pas pu. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir comme pas purement imaginaire ou pathologique? Eh bien justement, ce qu'on peut voir comme pas imaginaire ou pathologique, c'est le fait que cette non-coïncidence de soi à soi, cette vibration, non, est une réalité qui dit ce qui est comme ça, mais parmi ce qui est aussi cette puissance d'agir, ce désir, cette possible qui met son possible en m'explorant et en explorant mon milieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, qu'est-ce que sont les possibles ici? Vous voyez, vous tombez en tôle. Alors vous tombez en tôle, bon, c'est pas de peau, et vous dites, mais je pourrais ne pas être en tôle. Voilà. Ou l'autre, il dit, je ne peux qu'être en tôle. Eh bien, la question, c'est tout bêtement, eh bien, là, maintenant, je suis en tôle, ok, je ne suis que quelqu'un qui est en tôle, et quels sont les possibles? Ouais. Quels sont les possibles réels, non en discontinuité? Parce que parmi les possibles réels, il y a y compris celui de s'évader, vous comprenez? Mais même pour s'évader, il faut quand même habiter tes possibles et ta réalité, non pas comme un accident, mais comme la seule réalité qui existe. La seule réalité qui existe. Alors, de ce point de vue-là, on voulait un tout petit peu, peut-être on pourrait voir un tout petit peu, dans cette désaccommodation, non, de soi avec soi, on avait pensé, Bastien avait pensé, tu commences avec Ulysse, ouais. Bastien avait pensé cette désaccommodation de soi avec soi, une des versions de cette désaccommodation de soi avec soi, c'est cette difficulté plutôt positive, de s'identifier tout à fait à son passé. C'est-à-dire que cette unité de nous avec nous, si paradoxale, qui fait que dans la nouvelle donne, on est définitivement exilé de la situation antérieure. Vous voyez? On est exilé. Et pourtant, on était là. Vous voyez, c'est-à-dire ce truc absolument fou de dire, pourtant j'étais là, mais je suis tout à fait exilé de la situation passée. Et alors, donc, il y a un passage... voilà. Alors, ouais, en fait, il y a un passage dans l'Odyssée. Je dois avouer que celui qui m'a mis sur la piste de ce passage, c'est peut-être un historien que vous connaissez, qui s'appelle François Hartog, qui a publié en 2003 cet ouvrage, Régime d'historicité, présentisme et expérience du temps, qui a été réédité en 2012, donc il se trouve assez facilement dans les librairies. Et effectivement, Hartog, pour les besoins de la démonstration de ce livre, fait référence à un passage de l'Odyssée qui met en scène Ulysse. Alors on est je sais pas, moi l'Odyssée ça commence à dater un peu, donc je vais vous resituer un peu. On est au niveau du champ 8 de l'Odyssée, c'est-à-dire que Ulysse qui était emprisonné, enfin gardé captif sur l'île de Calypso, est libéré. Le Conseil des dieux décide de libérer Ulysse de sa captivité, et Calypso, bien malgré elle et à contre-cœur, effectivement,
accepte de libérer Ulysse. Alors il y en a un qui n'est pas trop d'accord, c'est Poséidon, hein, puisque Poséidon veut venger son fils, hein, le cyclope Polyphème, hein, Polyphème qu'Ulysse a rendu aveugle. Bon, bah. Donc Poséidon, il va mettre des bâtons dans les roues, hein, Ulysse. D'ailleurs, c'est que le début, hein, puisque après, même quand Ulysse va retourner vers Ithaque, Poséidon va pétrifier les marins qui l'ont déposé à Ithaque, etc. Et donc, Poséidon, il va déclencher une tempête, Ulysse va faire naufrage, et va se retrouver échoué sur les rivages de la Phéacie. Alors, je vous passe toutes les étapes. Finalement, avec l'aide d'Athéna, il est introduit dans la cour au palais du royaume des Phéaciens, avec donc le roi de Phéacie qui est Alcinous. Et le roi, effectivement, décide d'aider Ulysse. Donc là, on est avant le récit, hein, c'est-à-dire qu'on est avant le récit de toutes les aventures, hein, d'Ulysse et de ses compagnons. Le roi va effectivement décider d'aider Ulysse à rejoindre sa patrie. Et on est donc la veille du départ, et on décide de donner une fête avant le départ d'Ulysse, et comme de coutume, on appelle l'Aède. Hein, l'Aède, c'est l'artiste, le barde, on dirait, hein, qui chante les épopées. Et Ulysse, d'une manière un peu provoquant un peu l'Aède, va lui demander de chanter la guerre de Troie, et de chanter notamment l'épisode du cheval de bois, hein, le fameux épisode du cheval de bois. Alors, et à ce moment-là, Ulysse n'a pas révélé son identité, hein, c'est-à-dire que Alcinous, le roi, les Phéaciens ne savent pas qu'Ulysse est Ulysse. Alors je vous lis le passage, c'est très court, donc c'est Homère, hein, c'est Homère qui écrit. Alors je cite, il dit, l'Aède, hein, dit, comment les Grecs avaient pillé la ville, se répandant hors du cheval, quittant le piège creux, comment chacun avait saccagé sa part de la ville, comment Ulysse avait cherché Déiphobe chez lui, tel Arès, avec Ménélas égal aux dieux, comment il y risqua le plus atroce des combats, et fut enfin vainqueur par Athéna la généreuse. Point de suspension. C'est toujours Homère qui écrit, voilà ce que chantait l'illustre Aède. Ulysse faiblit, des pleurs coulaient de ses paupières sur ses joues, comme une femme pleure son époux en l'étreignant, qui est tombé devant sa cité, et son peuple en défendant sa ville, et ses enfants du jour fatal. Et le voyant mourant et convulsé, jeté sur lui, pousse des cris aigus. Mais par derrière, des lanciers lui frappent le dos et les épaules. On l'emmène en captivité subir peine et douleur, et ses joues sont flétries par la plus pitoyable angoisse. De même, Ulysse avait aussi de pitoyables larmes. À tous pourtant, il put dissimuler ses pleurs. Le roi Alcinous fut le seul qui s'en avisa, étant assis à son côté, et entendit sa plainte. Alors, effectivement, à partir de là, Ulysse va être obligé de révéler son identité, hein, d'une certaine manière. Il s'est dévoilé en pleurant, hein, en montrant ses signes de tristesse. Et c'est à partir de là, effectivement, que le récit des aventures, hein, va démarrer. Et alors, Hartog pose une question, je trouve assez géniale, enfin, qui est assez intuitive. Il va dire, mais pourquoi Homère décrit Ulysse? C'est pas rien, Ulysse, c'est le héros de Troie. Hein, quand même, c'est le héros des Grecs. Et comment Homère en vient à décrire Ulysse pleurant comme une veuve larmoyante? Imaginez, quoi, c'est l'homme, quoi. C'est-à-dire, là, on est Ulysse, et ce qui est évoqué en plus, c'est la guerre de Troie, c'est vraiment la part, si je peux dire, de la masculinité d'Ulysse. C'est vraiment ce qui fait sa gloire qui est évoqué. Et Homère, tranquillement, nous décrit Ulysse pleurant comme une fillette, en clair. Hein. Donc, la plus pitoyable angoisse. Hein. Donc, Hartog, lui, dans l'ouvrage, va se dire, mais effectivement, pourquoi, après tout, décrire Ulysse? Voilà, Ulysse n'est pas seulement en train de pleurer la mort de ses proches, c'est pas une tristesse nostalgique. Hein, on est au-delà de ça. Et alors, Hartog va répondre, et je trouve la réponse effectivement pertinente et intelligente. Hartog va dire, en fait, Ulysse,
il pleure sur lui-même. Ulysse, il est en deuil. Il est en deuil de lui-même. Et finalement, il est un peu comme dans la situation de l'épouse, hein, l'épouse éplorée. L'épouse éplorée qui pleure déjà celle qu'elle n'est plus, avec la mort de son époux. Alors, on est dans le contexte, avec j'emploie un mot complètement anachronique, dans le contexte social de la Grèce antique. Il ne faut pas vous offusquer, mais effectivement, l'épouse, elle pleure parce qu'elle n'a plus rien, parce qu'elle n'est plus rien. Et finalement, Ulysse, ce que dit Hartog, il est en train de pleurer celui qui n'est plus. Et c'est là où je trouve assez malin la position enfin, en tout cas la manière dont Hartog interprète ce passage-là, c'est que Ulysse, en pleurant celui qui n'est plus, il est en train de pleurer sur un mort, et ce mort, c'est personne d'autre que lui. Ulysse est un survivant, mais finalement, il est le survivant lui-même. Et c'est là où François Hartog va piocher dans le vocabulaire sartrien en disant qu'Ulysse va faire cette expérience douloureuse de la non-coïncidence de soi avec soi. Ulysse n'est plus Ulysse et il n'est pas encore Ulysse. On est vraiment dans ce moment du passage. Hein. D'ailleurs, cet épisode de l'Odyssée, ce chant-lit, est vraiment dans cet entre-deux. Hein. Le royaume de Phéacie est un royaume qui est aux confins du monde humain. Hein. Ulysse, il n'y a pas encore démarré le voyage. Il est dans cet entre-deux. Hein. Donc, il ne faut pas trop pousser non plus l'analyse sartrienne de l'Odyssée. Hein. Je ne voudrais pas non plus trop penser la chose et faire d'Homère un existentialiste avant l'heure. Hein. C'est pas ça. Mais c'est vrai que là, il y a tous les ingrédients qui permettent de comprendre la désaccommodation de soi avec ça, la non-coïncidence de soi avec soi. Alors, effectivement, si on pousse un peu plus loin l'interprétation qu'Hartog fait de ce passage, il faut se rappeler effectivement que l'Odyssée, c'est le récit d'un voyage. Hein. C'est le récit d'un voyage du retour d'Ulysse vers Ithaque, et donc du retour d'Ulysse vers son passé. Et c'est là où effectivement, Hartog met le doigt sur cette chose assez paradoxale, c'est que finalement, Ulysse, pour revenir vers son passé, doit s'exiler de son passé. C'est-à-dire que Ulysse commence réellement à entreprendre le voyage du retour lorsqu'il n'est plus Ulysse, lorsqu'il est mis en face, littéralement en face de son passé, alors par le chant de la Haide, mais on verra, c'est pas la Haide qui va créer cette coupure. D'ailleurs, Ulysse demande à la Haide de chanter. Hein. C'est pas la Haide qui... D'ailleurs, la Haide ne sait pas qu'Ulysse, c'est Ulysse. Hein. Donc, c'est Ulysse qui lui-même demande à la Haide de chanter. Donc, cette coupure-là n'est pas un phénomène subi par Ulysse. Et donc, lorsqu'Ulysse est mis en face de son passé, lorsqu'Ulysse commence effectivement à finalement établir un rapport, c'est là le paradoxe, d'extériorité avec son passé, qu'il peut engager le voyage de retour. C'est un tout petit peu, si on met en comparaison, non? Je sais pas, quand les grands libérateurs, je sais pas, Castro, peu importe, quelqu'un d'autre, il fait raconter, tous les 26 juillet, vous voyez, il fait raconter la prise de Moncada, non, que c'était l'événement fondateur de la révolte contre le dictateur Batista. Et alors, tous les 26 juillet, Castro, il fait raconter, non? Et alors, il fait raconter, et tout le peuple cubain doit faire semblant dès que le bonhomme qui est là devant eux est celui du 26 juillet à Moncada, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est là-dessus que tient la tyrannie, vous comprenez? Et je parle des libérateurs parce que ni Pinochet ni Videla ont besoin ils n'apparaissent pas comme... ils ne se légitiment pas par rapport à
respectez-moi parce que j'étais celui-là. Je parle dans les cas où effectivement il y a eu un acte de libération au départ, mais où est-ce qu'il vient la mauvaise foi, où est-ce qu'il vient la fondation même de l'être tyran? C'est quand les mecs, contrairement à Ulysse, qui écoute ses passés, qui raconte sur lui, mais il se sent tellement extérieur à ses passés qu'il a une réaction absolument pas du tout de l'Ulysse glorieux, n'est-ce pas? Il pleure par rapport à ses passés, il se sent tout à fait en désaccommodation, vous voyez? Et où est-ce que la tyrannie est fondée, n'est-ce pas, la tyrannie du libérateur, je répète, c'est quand, voilà, vous voyez, c'est-à-dire, tout le monde est là, le peuple tyran est là, c'est le 26 juillet, et vous êtes tenu à regarder chez ces bonhommes-là les bonhommes qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 50 ans, non, a attaqué la Moncada, que c'était une garnison où ça commençait la révolution, ça a mal fini l'attaque, mais quand même c'était fondateur de la révolution, n'est-ce pas? Et alors vous comprenez, c'est-à-dire qu'est-ce que ça donne? C'est A égale à A, n'est-ce pas? Ça donne, effectivement, dans les cas d'Ulysse, il refuse A égale à A, parce que lui, il est déjà cet côté vivant, cet côté de désaccommodation, cet côté de désaccommodation de que A est habité par la pré-individuation, n'est-ce pas? Il refuse de se momifier. Il refuse de se momifier, absolument. Mais la momification, c'est pas rien, n'est-ce pas? La momification, dans ces cas-là, c'est le libérateur qui va dire qui s'oppose à moi, vous comprenez, parce que c'est ça la contrebande, qui s'oppose à moi, comme je suis celui qui attaque la garnison de Baptiste, qui s'oppose à moi est un fasciste. Vous comprenez? C'est-à-dire que personne ne peut s'opposer à moi parce que je suis égal à moi-même, et donc qui s'oppose à moi? Ça, c'est quand même quelque chose qu'on le voit très bien dans la psychopathologie à la fois, non? C'est-à-dire la adhésion au récit traumatique. N'est-ce pas? Comment les gens font mentir un fait qui était vrai. C'est là la différence entre vérité et fait apparaît très clairement, vous voyez? C'est-à-dire que l'effet est que Castro attaquait Moncada et qu'il était torturé et emprisonné. L'effet est qu'Ulysse a lutté à Troie. Ça, c'est un fait. Mais la vérité qui ordonne la nouvelle situation n'est aucun fait. Ça sera la nouvelle donne. Vous comprenez? Donc, là, ce qu'il y a, comme dans le récit traumatique du névrosé, il y a une dénégation de ce devenir et cette nouvelle situation dans laquelle je suis convoqué à partir de ma nouveauté que je ne connais pas. Hein, les connais-toi toi-même, c'est ça, c'est-à-dire, mais ici, dans cette situation, je suis qui? N'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est ça, refuser les sujets substantiels, un individu substantiel, vous voyez? C'est-à-dire de dire, non mais ici, hein, c'est bon, voilà, l'avocat de la chute. Mais ici et maintenant, je vois une femme qui se jette à la Seine, ici et maintenant, c'est quoi mon identité? Qu'est-ce qui est convoqué? Les grands maîtres du barreau ou les bonhommes qui passent et qui voient une pauvre malheureuse qui se jette à la Seine, vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui est convoqué? Qui est le concept d'idée adéquate chez Spinoza? Est-ce que pour Castro, c'est pas le fait qu'il n'y a pas de liberté, c'est simplement un processus de libération? Il a dit, maintenant c'est fini, je vous ai libéré, et ça ne continue pas. Mais je pense que la liberté, c'est un processus. Bien sûr, absolument. Maintenant c'est fini, bien sûr. Voilà, il y a quelque chose qui est mort. Si, non, tout à fait, mais ce que j'essaie parce qu'on essaie de montrer avec l'exemple qu'apporte Bastien, c'est en quoi ou récit, donc comment constituer ces mécanismes de, comme dirait l'autre, être mort longtemps avant de mourir, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a quelque chose de mortifère qui est dans cette mauvaise foi, quelque part, n'est-ce pas? Alors, dans le récit traumatique, la chose se passe comme ça. Dans le récit traumatique névrosé, le névrosé va dire quand j'étais petit, j'étais pas grand, X choses que s'est passé, X choses, n'est-ce pas? Et le névrosé va prétendre, comme Castro, n'est-ce pas, mais avec des conséquences moins grandes, disons, sauf pour sa famille, quoi.
et va prétendre qu'on les regarde toujours comme celui ou celle qui est là, collé au trauma, n'est-ce pas? Et c'est là où on fait mentir un fait vrai. Pourquoi? Parce que le fait, il est vrai. Mais évoqué comme la vérité de la situation actuelle, on rend mensonge quelque chose qui était vrai. Vous comprenez? C'est-à-dire que si la vérité n'est pas une information de plus, la vérité c'est ce qui ordonne une situation, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est vrai, c'est ce qui ordonne la situation. Une conception dynamique de la vérité, épistémologiquement dynamique, la vérité, c'est ce qui ordonne une situation, n'est-ce pas? Et alors, ce qui va faire le névrosé par rapport à son collage avec les traumas, ou ce qui va faire les tyrans, mais c'est toujours des attitudes de pulsion de mort, de tristesse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ces faits-là sera dans toutes mes situations la vérité. Vous comprenez? Ces faits-là. En faisant cela, ce qui va se passer, c'est le prochain exemple, non? Ce qui va se passer, c'est que tout bêtement, la personne va perdre son passé. Non, là, en parlant d'un point de vue clinique, hein, la personne perd son passé. C'est-à-dire que là, il y a comme un redoublement de la psychopathologie, parce que pas seulement il y a le trauma qui a une persistance bizarre, vous voyez? C'est pour ça que on dit la pulsion de mort, non, la répétition ignore le temps. Pourquoi ignore le temps? Parce que ça prétend que c'est toujours le 26 juillet ou c'est toujours le jour du trauma, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il va extraire un fait de sa temporalité et son devenir, il va dire c'est toujours ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a les traumas, là on parlait dans le sens clinique, il y a les traumas, j'ai eu ce trauma-là, c'est pas de peau parce que le trauma a existé, mais le problème c'est que quand le névrosé revendique son trauma comme toujours actuel, il perd son passé. Vous comprenez? C'est ça qui va redoubler psychopathologiquement la souffrance de la personne. C'est-à-dire que qui veut se valoir de son passé comme un élément toujours présent, sans en changer, pas seulement il a, dans le cas d'un trauma, un passé merdique, dont il portera la trace, mais en plus, il y a cet effet de comme il a utilisé un fait comme si c'était une vérité immuable, non? La sensation est juste, c'est, et c'est là, vous voyez, où la plainte va devenir, mais je me sens inauthentique, illégitime, vous voyez, c'est ce sentiment qui va avoir le névrosé, toujours se sentir illégitime, non? Il y a quelque chose que cette non-coïncidence ne devient pas une non-coïncidence de liberté, hein, parce que l'angoisse existentielle, c'est la base de la liberté, n'est-ce pas? Cette non-coïncidence, ça va devenir une non-coïncidence pathologique, vous voyez? Parce que, effectivement, comment ça s'est fait que je ne suis pas celui que j'étais? Alors, juste avant que tu donnes l'exemple, le commentaire des Chiliens que tu voulais commenter, non? Mais à moi, ça m'est arrivé justement avec une Chilienne, les gars. Il s'avère qu'une copine, avec son copain, à l'époque de la dictature de Pinochet, les flics, ils les avaient attrapés et ils les avaient brûlés vivants. Alors le copain, il est mort et la fille, elle a survécu. Et alors donc, là, c'était quand même un cas assez limite, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que, vous voyez, c'est-à-dire, nous, on était torturés et bon, on s'en sortit de certaines façons qui fait que ça ne se voit pas comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire que si tu ne le dis pas, personne ne peut deviner. Mais cette fille, chaque jour qu'elle rentre chez le boulanger, chaque jour qu'elle sort à la rue, chaque personne qui la voit, voit les traces de cette torture. Vous voyez? Et pourtant, les défis pour la fille, c'était de décoller, vous comprenez? De faire que ces moments-là, qui pourtant tout évoquaient ces moments-là, pour pouvoir continuer à vivre,
elle devait faire un travail dans lequel, pour ne pas faire que ces moments-là, vous comprenez, où on l'a brûlée vivante, ne deviennent pas un mensonge, il fallait qu'elle décolle. Vous voyez, il fallait tout faire pour ne pas être la Chilienne qu'on avait brûlée vive. Vous comprenez? C'était son travail clinique, son travail existentiel. Vous voyez? C'est-à-dire, malgré les faits, or, bon, vous savez bien que là c'est un cas limite, après, mis à part ça, Robert, Paul et Marie, qui n'ont pas été brûlés vifs, heureusement pour eux, ni beaucoup moins, mais que quand ils étaient petits, ils n'étaient pas grands, passent leur vie en train de faire chier tout l'entourage parce que un jour, quand j'étais petit, vous voyez, c'est-à-dire que les traumas ne sont pas toujours des traumas si terribles, et heureusement, ni héroïques, sont de petites merdouilles, plus ou moins grandes, au nom duquel on va en permanence. Mais c'est là où je dis, il y a ce danger pour cette fille, et c'était clairissime. Si elle continuait à s'identifier avec ce que pourtant tout le monde voyait, vous comprenez, pour elle, c'était, ça allait de soi, tout le monde lui rappelait ça. Mais elle devait décoller même de ce que tout le monde voyait. Vous voyez? C'est-à-dire que chez les névrosés, Rodé arrive, il dit, mais c'est un scandale, ici personne ne se rend compte des traumas que j'ai eus. Ben non, mon pote, comme ça ne se voit pas. Elle, non. Elle avait besoin de dire, tout le monde se rendait compte. Donc elle a dû décoller, pas seulement de la tentation, non, momificante, comme tu dis, non, la tentation de A égale A, que tout le monde voyait, mais même elle, pouvoir aller au-delà pour ne pas faire mentir ce que pourtant il avait vécu et qui était constitutif, central de sa vie. Est-ce qu'on peut pas traduire ça à la fois individuellement et collectivement que toute histoire est révisionniste? C'est-à-dire que le passé est vivant, on le réinterprète, tandis qu'un trauma ou des commémorations, c'est quelque chose où ce n'est plus vivant. Écoute, moi je pense que pour moi l'interprétation de ce que je viens de dire, c'est l'anti-révisionnisme total, parce que justement, les faits sont les faits, de façon irréversible. Non, mais l'interprétation change. Non, mais c'est pas simplement, c'est la place qui va prendre. Tu comprends, c'est la place qui va prendre. Et là, là, ce que j'ai dit, c'est pas une question d'interprétation. Là, pour le moment, ce que j'ai dit, après on peut parler d'interprétation, c'est effectivement. Mais là, dans ce que je dis, tu vois, c'est la place qui va prendre le passé. Dans ce que je dis, le passé est immuable. Tu vois? Et justement, il est immuable et il peut changer de signification, effectivement. Il peut changer de signification. Mais c'est l'anti-révisionnisme total. Parce que personne ne peut questionner ce qui a existé. Non, mais c'est un malentendu. Je distingue complètement négationnisme et révisionnisme. C'est même des historiens qui, par exemple, par rapport à Napoléon, ou quand je suis arrivé en France, les Français étaient fiers d'avoir fait la révolution. Et maintenant, depuis Furet, on en monte. C'est pas c'est l'inverse. Oui. Non, bien sûr. C'est juste. Pour l'analyse, moi j'ai pensé être un enfant malheureux, et puis c'est aussi. Bien sûr, non. Les mots révisionnisme me gênent parce qu'il est trop collé à négationnisme. Parce qu'effectivement, si tu veux, moi je pense qu'il y a une resignification permanente des faits, mais des faits irréversibles. Tu vois? C'est-à-dire que. Mais c'est même la base, si tu veux, de la liberté, c'est la base même d'une clinique psy qui fonctionne. C'est-à-dire que les faits sont les faits, la personne arrête de pleurnicher parce que pourquoi est-ce qu'il est arrivé à elle, mais ces faits-là deviennent une force, deviennent une expérience, tu vois. C'est-à-dire que l'autre jour, là, avec un jeune psy qui contrôlait un cas avec moi, il m'a raconté, il travaille avec des femmes africaines qui viennent comme ça échappant aux épurations ethniques, à des viols collectifs, à des trucs horribles, etc. Et alors, effectivement, ça sont des faits, ces faits-là. Sauf qu'à travers tout un travail qu'elle a fait toute seule, en bonne partie, la bonne femme, eh bien, ce qu'elle a connu de l'horreur des humains, l'horreur dont les humains sont capables, loin de l'avoir collé à ça, ça lui avait donné une force de vie très très forte. Donc, les faits sont les faits. C'est pour ça que tu vois, c'est-à-dire,
il y a quelque chose que je n'aime même pas les mots révisionniste. Je comprends ce que tu veux dire, tu vois, mais je n'aime même pas parler de révision des faits, tu vois, et encore moins de négationnisme. Les faits sont les faits. Mais il est vrai que qu'est-ce que va signifier les faits change par rapport à ce que tu fais dans ton histoire, n'est-ce pas? Et si tu survis, les trucs les plus horribles qui t'ont arrivé peuvent devenir un trésor énorme, comme le cas de cette pauvre femme africaine. Hein. C'est-à-dire que tout à coup, ce qu'elle a connu pendant 2 années de sa vie, de ce que les humains pouvaient faire, bah, c'est devenu un niveau de compréhension qui lui permettait d'agir autrement. Donc la signification a changé. Mais dans les traumas, effectivement, ou dans la position du tyran, il y a effectivement cette mauvaise foi, conscient ou inconscient, bon, peu importe, non, c'est différent dans un cas ou dans l'autre, qui est de dire « je suis celui qui était ». Or, effectivement, le problème c'est que tu n'es plus du tout celui qui était. Mais ce qui me pose un peu de question, là, je vais faire un parallèle avec le jardin de l'architecture, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'entre-deux? Ce que tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe quand Ulysse pleure en fait? Il est qui Ulysse à ce moment-là? C'est encore Ulysse, c'est plus Ulysse? À mon avis, c'est Ulysse. En jardin, on a un truc, on parle de l'effet de seuil tout le temps, c'est le passage de la porte, c'est ce qu'on a en architecture. Et c'est un élément qui est hyper important, c'est lui qui définit en fait, ce qui se passe avant et après. En fait, si on ne fait pas de seuil, on n'a pas de jardin. Il y a un peu un truc de ce genre. Et donc, moi je me dis qu'il y a un truc comme ça à voir avec la porte. Et là, depuis tout à l'heure, en fait, on parle de l'acte d'avant, la chose que ça va devenir après. Mais en fait, le moment où Ulysse pleure, comme tu disais, je ne sais plus, tu me dis, ouais, tu disais entre deux, je suis plus moi et je suis encore moi. Dans ce truc-là. Bah, c'est ce que Sartre... Enfin, je ne suis pas encore moi et je ne suis plus moi. Et pourtant, ouais. S'il n'y a pas ce passage-là où il pleure, le avant-après, il n'existe pas, si on fait le parallèle avec un jardin ou une maison, en fait, avec le passage de la terre. En fait, si je peux oser mettre... Enfin, je vais en dire... Ce que dirait Sartre, alors Sartre il ne dirait pas Ulysse, il dirait la conscience d'Ulysse. Mais on va dire Ulysse, il est finalement face à son passé, comme s'il était face à un soi qu'il doit être sur le mode de n'être pas. C'est pour ça que Ulysse est à la fois son passé et il ne l'est pas. Sartre va dire, c'est effectivement la nécessité de refaire, de renouveler, de faire perpétuellement, de renouveler perpétuellement son soi, son moi. C'est-à-dire que le pour soi ne peut jamais se fonder dans soi. C'est ça la mauvaise foi finalement. Donc il y a cette distance effectivement. C'est-à-dire que après on va rentrer dans l'ontologie sartienne. Donc, mais ce que ressent Ulysse, en fait, Ulysse, à un moment même d'ailleurs, on va dire là c'est la traduction qui tombe bien, parce qu'effectivement c'est pas dans les traductions de l'Odyssée, il n'y a pas toujours le terme angoisse, des fois angoisse est remplacé par désespoir. Bon, et là il se trouve qu'Homère on parle du thème d'angoisse, et là ce que ressent Ulysse, c'est véritablement une angoisse existentielle. C'est l'angoisse existentielle devant quoi? Devant cette séparation, cette coupure qui le sépare de lui-même. Et cette coupure, c'est quoi? C'est le néant. Et le néant, c'est pas... ce néant-là, il faut vraiment pas... en tout cas, il ne faut pas le comprendre du tout. C'est pour ça que je disais, là, le néant, il est symbolisé par l'aide, qui symbolise effectivement la coupure. Mais c'est pas en soi, là c'est pour les besoins du récit, mais ce néant, c'est une négativité pure. C'est-à-dire, c'est justement, ce néant, c'est un rien. Et c'est parce qu'il est rien qu'il est infranchissable. Je crois qu'il y a un truc qu'il faut comprendre de façon dynamique. Pour expliquer la chose, on met des épisodes, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'un épisode, ça serait à comprendre, pourquoi pas, comme quand tout à coup, dans un devenir, quelque chose cristallise une donne. Cristallise la donne. Cristalliser la donne, ça veut dire, tout à coup, voilà, il y a, pour dire dans un exemple simple, mais bon, les ploufs qui entend l'avocat de la bonne femme qui s'est jetée à l'eau.
Mais il ne faut pas comprendre comme que l'avocat, il est l'avocat jusque-là, et à partir de là, devient un bonhomme appelé, mais qui refuse l'appel. À vrai dire, il faut comprendre ça comme une stabilité en devenir permanent. N'est-ce pas? Notre stabilité est une stabilité, comme on dit en biologie, loin de l'équilibre, et c'est un flux permanent, hein, c'est-à-dire un flux permanent des tristesses, des joies, des puissances, des souvenirs, des réalités, des stimuli extérieurs, des stimuli intérieurs. Donc, c'est un flux permanent. Dans ces flux permanents, nous devons essayer d'imaginer des points, tout à coup, de basculement. Des points de basculement qui, dans une certaine dimension, nous met dans une nouvelle situation. N'est-ce pas? Mais je pense qu'il faut se garder de penser ça comme des étages fixes. N'est-ce pas? Il n'y a pas des étages fixes. Que les poursois ne coïncident pas avec l'en-soi. Les poursois, c'est effectivement, les poursois, c'est la donne qui vivre, cette donne qui a toujours du pré-individuel, cette démangeaison des ailes, bon, je sais rien, cette désadéquation. Et l'en-soi, c'est quoi? L'en-soi, c'est ce qui va être défini a posteriori. C'est pour ça que Sartre il dit l'existence précède l'essence. L'en-soi, c'est quoi? On va dire, bon, mais l'avocat, Pierre, je ne sais pas si ça s'appelait Pierre, Pierre, avant les ploufs, d'accord, il est dans la situation l'avocat, imaginons pas un rendez-vous d'affaires, je ne me souviens pas. Bon, ok. Et tout à coup, à partir de ces ploufs, il est un lâche. Un lâche qui va être touché par cette propre lâcheté, parce que bon. Donc, ce qu'il va être, donc ce qui peut être défini comme une essence qui va émerger là, cette essence, avocat, lâche, une essence, il ne faut pas les comprendre dans un sens très mystique. Une essence, c'est ce qui fait qu'une chose soit ce qu'elle est. Hein? Une essence, c'est ça, c'est ce qui permet de dire cette chose-là est ça. Alors, les mecs, c'est pour ça que je disais tout à l'heure en citant Leibniz que les prédicats ne sont pas quelque part gardés et émergent au fur et à mesure, n'est-ce pas? Les mecs, il n'avait aucune raison de devenir un lâche. Il lui suffit de passer par un autre pont, il lui suffit de passer 10 minutes avant, 10 minutes après, vous voyez. Mais ce qui va devenir son essence dans cette situation, eh bien, ce qui va devenir son essence dans cette situation ne précède pas l'existence, ne précède pas ce devenir. Or, ce devenir, il est permanent, n'est-ce pas? Et pour le dire comme ça par rapport au plouf, c'est-à-dire des appels qu'on a, la vérité, c'est qu'aussi engagé on puisse être dans notre vie, on peut être sûr d'une seule chose, c'est que la plupart d'appels, on ne les entend pas. Hein? C'est qu'en fait, il y a plein d'autres moments. Absolument. Tu vois, c'est-à-dire que... Absolument, tu vois, c'est pour ça que l'attitude du militant commissaire politique est toujours ridicule. Je me souviens d'un copain, que comme je l'aime bien, je ne vais pas le nommer, qu'il est très critique par rapport au sport, comme ça il a toute une vie de critique de sport. Et un jour, on était en train de travailler à RSF, non, quand on avait travaillé beaucoup avec RSF, etc. Et il m'envoie dire qu'il ne m'avait pas vu dans une manif contre les Jeux Olympiques, je ne sais pas quoi, et que qu'est-ce que j'ai fait, n'est-ce pas? Et c'est un tout petit peu ça, vous comprenez? C'est-à-dire, il faut faire très attention de croire que les ploufs que par hasard tu entends, c'est le seul plouf. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'autre jour, par exemple, dans une réunion qu'il y avait Angélique, ma compagne était avec des enseignants, je ne sais pas quoi, parce qu'ils sont en grève, contre Blanquart, je ne sais pas quoi. Et il y a quelqu'un qui a pris la parole et il dit « C'est une honte que vous n'avez pas parlé des gilets jaunes. » Oui. Alors, le problème, c'est de croire qu'il y a un plouf qui est le plouf. Vous voyez? Alors, c'est vrai qu'il y a des situations dans lesquelles il y a une convergence existentielle. Mais la convergence doit être existentielle, non pas des commissaires politiques, vous comprenez? C'est-à-dire, ça converge parce que ça converge, vous comprenez? Mais sinon, quelqu'un d'autre aurait pu dire, avec la même légitimité, et vous êtes vraiment canaille parce que des bébés phoques, ici, personne n'a parlé, vous voyez? Ou de l'esclavagisme, ou du travail des enfants, vous comprenez? C'est-à-dire que, et la vérité, c'est que, surtout quand on a le désir d'être quelqu'un d'engagé dans la vie, surtout il faut savoir
que la plupart d'injustices, la plupart d'appels, la plupart d'horreurs qu'on traverse, on ne les verra pas. Vous voyez, on ne les verra pas. Vous voyez, on verra un ou deux. Et alors, il faut faire très attention de ne faire comme les copains qui me disaient « Comment tu ne vois pas mon plouf ?» Vous voyez, il faut se contenter de savoir que, eh bien oui, c'est-à-dire, sans se rendre compte, on passe pour un canaille total par rapport à un tas de trucs qu'on les perçoit, mais on ne les aperçoit pas, pour prendre ces non. Alors c'est là où il y a le côté dynamique de la chose, non? Et bien, il ne faut pas avoir un côté tragique dans le sens auquel la France m'appelle, non? C'est Jeanne d'Arc et tout converge vers ça. Il y a des moments dans lesquels il y a certains types de convergence, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tout à coup, il va se jouer à un moment donné historique, il y a un nœud, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on peut dire que dans l'Afrique du Sud, il apparaissait un nœud à l'époque de Mandela. Il y a un nœud tout à coup. Qu'à l'époque de l'occupation en France, on peut dire qu'il y a un nœud. Un nœud, ça veut dire quoi? Un nœud, ça veut dire que pour quiconque ne fasse pas sourde oreille, difficilement ne va pas entendre ces ploufs-là. Vous comprenez? C'est ça un nœud, finalement. Un nœud, ça veut dire que... Et pourquoi un nœud? Un nœud parce que tu peux être très intéressé sur le devenir de l'art, de la pédagogie, de la musique, mais le problème c'est que quand la dictature t'empêche l'art, la pédagogie, la musique, la mini-jupe, les réunions, la lecture, vous comprenez? C'est-à-dire que les nœuds sont des nœuds qui se font tout seuls. Il n'y a aucun commissaire politique qui détermine dès l'extérieur, ça c'est la ligne. S'il y a un nœud par lequel il faut passer et qui te définit, non, du genre, est-ce que tu as collaboré, est-ce que tu l'as fermé ou est-ce que tu as résisté? C'est parce que, historiquement, il y a des moments, mais ces moments sont rares, parce que vous voyez, par exemple, qu'aujourd'hui, par exemple, moi je peux sentir que les défis écologiques de destruction de la vie sur la planète, à moi personnellement, me paraît un nœud énorme. Et force est de reconnaître que pour des gens qui sont en train de crever aujourd'hui en Libye, torturés, je sais pas quoi, et que leur seul espoir c'est de trouver un Zodiac pour traverser la Méditerranée, force est de reconnaître que les désastres écologiques de la planète, ça serait très étonnant que ça les inquiète en quoi que ce soit, vous comprenez? Donc c'est là où il y a une question dynamique, n'est-ce pas? Il y a une question dynamique à comprendre ce devenir, non? Comme des différentes couches intriquées d'existence dans lesquelles notre essence va être définie par rapport à des choses que parfois on ne connaît pas. Mais, contrairement à l'avocat de Camus, nous n'avons pas la chance, heureusement que c'est comme ça, hein, nous on passe et la plupart des ploufs on ne les entend même pas, vous voyez. C'est vrai, tout un petit doute. Est-ce qu'on peut dire que l'avocat des lendemains, il est courageux? C'est-à-dire, ça n'existe pas. Les êtres lâches n'existent pas, puisque le lendemain, dans une autre situation, il est courageux. Si, absolument. C'est encore un problème par rapport à ça. Oui. Le problème, c'est qu'il y a des essences qui, à un moment donné, te définissent dans ces situations qui sont plus traumatisantes que d'autres, qui te restent plus collées que d'autres. Tu vois, parce qu'après, les choses s'égoupillent. Tu comprends? C'est-à-dire que il n'y a pas une inéluctabilité, non, on dit totale. Il n'y a pas une inéluctabilité totale. Effectivement, les mecs qui a à un moment donné eu un acte de lâcheté. Lendemain, il est courageux. Absolument. Sauf, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est ce qui se tisse autour. Tu vois? C'est-à-dire que tout dépend la quantité de trucs qui se tissent autour. Tu vois, c'est-à-dire les collabos ou les résistants, ce qui va se tisser autour à partir de ces moments-là sera différent. Alors, rien n'empêche de penser qu'il est possible, et parfois comme possible, qu'effectivement celui qui était un traître, dans une autre situation, va se comporter en tant qu'héros. Rien n'empêche de penser que c'est tout à fait possible et comme possible. Le problème, c'est comment, dans la vie réelle des humains, les actes forts déterminent un tissage différent après.
Tu vois, c'est-à-dire qu'il va se sentir comme ça, il va se comporter comme ça, les gens vont se comporter d'une certaine façon, tu vois. À la limite, c'est ce qui fait dire que parfois, quand tu as fait une vie plus ou moins correcte, ça devient beaucoup plus difficile de trahir que de continuer. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a un moment dans lequel c'est beaucoup plus simple, tu vois. Mais oui, en principe, effectivement, c'est-à-dire, et moi personnellement, je pense d'un point de vue éthique, que c'est même ce que je faisais moi dans l'atoll par rapport aux copains qui n'avaient pas résisté à la torture, essayer de les aider à métaboliser ça, non pas moralement, non pas comme définitif, mais comme un combat horrible qu'ils avaient perdu. Alors les faits restaient inchangés, mais c'est ce que j'ai essayé de faire dans l'atoll et c'est ce que j'ai fait maintenant depuis 40 ans en tant que clinicien, tu vois. Comment on peut métaboliser un fait énorme pour que devienne autre chose, tu vois. Alors, moi, je t'assure, c'était même mon boulot le plus beau que je pouvais faire en tôle, c'était celui-là. Mais force d'accepter que ça se tisse autour, tu vois, c'est-à-dire c'est comme l'idée du trauma pour quelqu'un. Pourquoi va devenir un trauma? En général, le trauma n'est pas tellement traumatique par rapport à l'intensité de l'acte, tu vois, quand tu le vois comme ça, cliniquement. En général, tu es un peu étonné, tu vois, c'est-à-dire, c'est même étonnant que ça a été traumatisant, tu vois. Et quand tu vois un tout petit peu pourquoi c'était traumatisant, c'est beaucoup plus par comment ça tissait autour que par l'acte en soi. Tu vois, Et par rapport à ce que dit Ricoeur sur l'identité et l'utilité, il y a un lien avec tout ça? Je ne saurais pas te répondre vraiment bien par rapport à ce que... Je pense que oui, mais je ne saurais pas te répondre exactement, non. Parce que je ne connais pas assez bien Ricoeur. Parce que Ricoeur, il dirait qu'en fait, devenir, c'est devenir autre. Oui. Forcément, devenir, c'est devenir autre. Donc il y a l'identité, c'est le noyau qui est un peu stable. Quoi. Oui. Et puis l'utilité, c'est le fait qu'en fait, on essaie de tenir un fil narratif. Oui. On essaie de tenir un récit. Et que pour tenir le récit, il faut pouvoir se raconter, il faut pouvoir agir et il faut pouvoir promettre. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se raconter, agir et promettre. Et pour tenir le fil narratif, ça veut dire qu'on a des tas d'éléments multiples qui arrivent et qu'en fait, on les tient dans une identité unique par tous ces flux contradictoires de multiples et on ne tient qu'un seul fil narratif. Oui. Mais après, il y a le problème aussi de la faiblesse de la volonté. C'est-à-dire qu'on peut vouloir tenir un sens dans la narration, mais on est toujours en train d'essayer de tenir quelque chose d'impossible parce qu'on a une volonté qui est plus faible. Même si on sait ce qu'est le bien, on a une volonté qui est plus faible de faire le bien qu'on voulait avoir. On est toujours au-dessous de ce qu'on peut faire. Donc en fait, l'avocat, etc., il tient son sens de vie, son fil narratif, en sachant qu'on est toujours au-dessous de ce qu'on espère être, parce que même si on sait où est le bien, on ne l'est jamais à la hauteur de ce qu'on est limité. Quoi. Oui, moi, là, un tout petit peu ce que tu dis, c'est, je crois que le problème de la volonté se pose toujours quand on n'a pas une idée adéquate de qui nous sommes, tu vois. Et alors donc, on a la volonté trop en discontinu d'être autre chose de ce qu'on est, tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une idée plus ou moins adéquate de qui il est, ça veut dire qui je suis dans la situation, dans ma classe sociale, dans mon histoire, non? Pas qui je suis moi avec mon nombril, non? Mais plus l'idée est adéquate, plus tu connais les possibles qui te sont contigus. Et donc, ce n'est pas nécessaire une volonté, ou une volonté trop forte. Tu vois, c'est ça la différence que moi je ferais. Le problème de la volonté toujours apparaît quand la volonté est invoquée pour faire quelque chose qui est très lointain de tes possibles réels. Tu vois ce que je veux dire? Alors, moi je le vois cliniquement, par exemple, effectivement, les choses vont mal quand la seule possibilité qu'il y a quelqu'un, c'est impossible et qu'il y a trop de discontigus. Et donc, effectivement, il faut une volonté d'en faire, et la volonté, effectivement, ne peut pas tenir, quoi. Parce que là, quand la volonté tient, c'est pire, parce que ça veut dire qu'il y a une sorte de
tu vois, pathologie un peu obsessionnelle. Non, alors, si ça tient pour des mauvais motifs, pour une jouissance un peu pathologique. Mais peut-être ce fil narratif, il peut être compris non pas comme une volonté ou une ambition, mais plus comme une exigence éthique. Je pense à un très beau livre de François Jacob qui s'appelle La statue intérieure, qui exprime, je pense, métaphoriquement cette idée de fil narratif. Donc on peut ne pas être soi, ne jamais coïncider avec soi, et pour autant, sans se raconter d'histoire ou sans être un héros, avoir cette exigence éthique qui est un fil narratif. Si, certainement, absolument. C'est-à-dire que je pense que ces fils narratifs, bon, c'est pas un concept que je connais bien, mais c'est peut-être cette fil narratif, avoir un tout petit peu avec ces tropismes, ces tendances qui conforment mes affinités électives, tu vois, qui conforment ma géographie intérieure. Alors effectivement, c'est là où je peux être fidèle à ça. Tu vois, je peux être fidèle à ça. Mais être fidèle à ça signifie effectivement continuer un certain fil, non, sans substantialiser le sujet, hein, continuer un certain fil, mais toujours dans la mesure de que cette fidélité à toi ne soit pas une fidélité abstraite d'une idée inadéquate. Tu vois, il faut quand même que, parce que c'est ce qu'il dit Spinoza, et moi je pense que c'est absolument correct, la vie sociale et individuelle, la clinique, tout nous confirme que quand il dit l'idée adéquate est celle qui libère la puissance d'agir. Pourquoi? Parce que l'idée adéquate, c'est celle qui te donne un tout petit peu cette géographie de la chose qui permet donc de déployer ta puissance d'une façon réelle. Non? Mais si, je suis convaincu qu'il est tout à fait possible, et heureusement, il est tout à fait possible dans une vie de déployer son cornatus, déployer quelque chose qui a à voir avec un destin, déployer quelque chose qui a à voir avec assumer la réalité sociale, individuelle, existe cette possibilité-là. Après, comme partout, c'est-à-dire il y a des gens qui sont en sorte d'endosquelette comme ça, très très fort, et que donc ils déploient quelque chose qui est en soi. Il y a des gens qui sont en endosquelette plus petit et qui ont besoin non pas d'un exosquelette, ça jamais, parce que la question c'est justement toujours que ce soit endo, n'est-ce pas? Mais qu'ils ont besoin de s'associer plus à d'autres, n'est-ce pas? C'est là où toute vision, vous verrez là les courts-métrages sur Laurent Alexandre qu'on vous a envoyé, qui parle des winners et losers et je sais pas quoi. C'est là où il y a quelque chose de dégoûtant et en plus très horrible et très canaille, parce que la vérité c'est que c'est lui qui a un endosquelette fort, pour dire comme ça, qu'il y a des choses à faire. Bah, il est fort là, mais il a besoin de s'associer avec l'autre qui a une autre fragilité. Vous comprenez? C'est-à-dire que organiquement, il n'y a pas de winner ou de loser. C'est vrai qu'il y a des positions différentes dans lesquelles il y a des gens qui pourront, dans certaines situations, s'en sortir mieux que d'autres, mais pas sans l'autre. C'est là où il y a cette vision organique, parce que suivre ces fils narratifs, suivre cette affinité élective, n'est jamais une question individuelle, finalement. Ce n'est jamais une question individuelle. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir des losers et des winners. Parce que ce n'est jamais une question individuelle. Par rapport à la volonté, c'est pas le piège de ce qu'on appelle le puritain pervers, c'est-à-dire celui qui n'est absolument pas à la hauteur de ses idéaux et qui est complètement divisé. La volonté est un moteur extérieur, oui, dans ce sens-là, tu vois. Tu sais, Spinoza, par rapport justement à Adam, il va utiliser la différence entre ce qu'il va appeler une révélation et l'expression. Vous avez l'expression chez Spinoza, ça veut dire, bon, la différence c'est, chez Adam, la différence est la suivante, il va dire, pour Spinoza, la révélation justifie la religion et l'obéissance et la servitude. Et l'expression, c'est ce qui permet la puissance d'agir, la liberté. Alors, il va donner l'exemple d'Adam. Il va dire, Dieu ne donne pas
une interdiction à Adam. Dieu ne lui dit pas ne mange pas la pomme. Ça, c'est la religion, va dire Spinoza. C'est la religion. Pourquoi? Parce que la religion, il interdit dès l'extérieur. Voyez? Dieu, il s'exprime. C'est-à-dire quoi s'exprime? La pomme te fera du mal. Vous comprenez? Tu dois savoir que la pomme, tu as... L'expression nous donne un indice. Vous comprenez? Une expression. Ça s'exprime. Il y a un indice de que ça va me faire du mal. Alors, une chose, c'est ça qui est ando, n'est-ce pas? Et je ne mange pas la pomme parce que je connais quelque chose de que ça va me faire du mal. Et autre chose, c'est l'extérieur. La volonté est du côté, il faut un peu de volonté pour suivre ton désir. Mais si la volonté s'impose au désir, ou essaie de supplanter les désirs, la volonté devient discipline, religion et moteur extérieur. N'est-ce pas? Alors, effectivement, la question c'est, si je fais la chose par volonté, c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai fait comme esclave. N'est-ce pas? Max Scheler, je trouve que c'est assez bien, il dit la volonté, elle ne peut que nier. Elle peut s'opposer, mais elle ne peut pas créer quelque chose. C'est pour ça que la volonté est nécessaire, mais elle est nécessaire pour affirmer, étayer les désirs. Un homme, ça se retient, mais c'est la volonté. Mais la volonté ne peut pas créer quelque chose. Non, la volonté ne peut jamais rien créer parce que la volonté est toujours s'opposer à extérieure. quelque chose, elle peut s'opposer. C'est une révélation, non, c'est la révélation. J'ai la révélation que je dois faire ça. Tu veux... Vas-y, oui. Non, bon, peut-être sur l'Odyssée, un peu monomaniaque, si vous voulez, du coup, effectivement, il y a une autre figure qui est intéressante pour comprendre, effectivement, d'un côté, la non-coïncidence de soi avec soi, et puis de l'autre côté, effectivement, ce que Sartre va appeler la mauvaise foi, c'est la sirène. Toujours dans l'Odyssée, effectivement, Ulysse va être appelé par les sirènes, en passant à proximité de leur île. Et effectivement, comment les sirènes attirent Ulysse? En l'appelant de son nom glorieux, du nom glorieux d'Ulysse. Et qu'est-ce que ça supposerait, effectivement, si Ulysse cédait, cédait à l'appel des sirènes? Ça veut dire céder à son passé. Et céder à son passé, c'est quoi? C'est la mauvaise foi. C'est-à-dire, c'est rabattre le pour-soi sur l'en-soi de son passé. Ça peut être aussi rabattre le pour-soi sur l'en-soi de son avenir. Mais ça serait finalement laisser son soi, laisser disparaître son soi. Sartre dit, la coïncidence avec soi fait disparaître le soi. Voilà. Donc, il y a là aussi, encore une fois, c'est pas pour faire d'Homère un lecteur de Sartre avant l'heure, mais il y a ces deux figures-là qui sont... de toute façon, la tragédie grecque, là on aurait pu parler d'Ajax aussi. Ajax, donc... Vous savez, pour la cuisine... Voilà, l'Ajax de Sophocle. Ajax qui est le héros de Troie, l'Ajax qui est ce démon qui va tuer les moutons de son peuple. Et puis ensuite Ajax le suicider. Et donc avec effectivement à la fin de la tragédie, la question de Ajax se suicide, quel rite funéraire on accorde à Ajax, lequel des trois Ajax on enterre, et évidemment dans le sens de la tragédie grecque, il n'y a pas de synthèse à cette multiplicité. Et alors effectivement il y a 2 ans maintenant, allé à la Maison d'Amérique latine, Miguel intervenait, on est invité effectivement à un événement organisé par les anciens du MIR. Les anciens du MIR. C'est la guérilla chilienne. Voilà. Vous êtes pas tout le monde au courant. Et donc l'occasion était qu'il y a eu toute une initiative, un travail de mémoire qui a consisté à enregistrer la parole des réfugiés chiliens des années 70, 80 surtout, réfugiés en France. Et donc le principe de la soirée était de diffuser des extraits de ces enregistrements où la plupart de ces résistants, anciens combattants, revenaient sur le souvenir évidemment
douloureux la plupart du temps, effectivement de ces moments de résistance, de combat, toute l'atrocité, la dictature, le coup d'État. Bon. Et bon, alors, il y a la moitié des interviews qui étaient faites en espagnol, et mon niveau d'espagnol étant ce qu'il était, et comme il était déjà en soirée, j'avoue que j'ai décroché un peu effectivement du récit qui nous était diffusé pour, bon, bah, dans ces cas-là, regarder effectivement la salle composée à 90% de réfugiés chiliens ou d'enfants de ces réfugiés. Et ce qui était surprenant, moi ce qui m'a surpris sur le moment, c'était qu'il y avait effectivement, et on ne rigolait pas, hein, autant vous dire que ce qui était évoqué était enfin, voilà, les témoignages étaient la plupart du temps extrêmement douloureux, lourds, voilà. Donc ça rigolait pas, c'est sûr, ça pleurait pas non plus. Il y avait une tristesse, il y avait vraiment une tristesse réelle, mais alors, ce qui était étonnant, c'est que cette tristesse n'était pas un peu, alors, pas comparer évidemment cette situation à la situation d'Ulysse avec l'AID, mais cette tristesse n'était pas une tristesse, comment dire, qui soit liée à la remémoration du souvenir. Hein. C'était pas une tristesse qui était justement la douleur, enfin, la douleur du souvenir, de la perte, de la mort des proches, de ce que le pays a enduré, etc. C'était, je l'ai ressenti comme ça, pour le coup, une sorte d'angoisse d'avoir à assumer ce qu'ils avaient fait en tant qu'ils n'étaient plus ceux ou celles qui l'avaient fait. C'est-à-dire que il y avait effectivement là cette angoisse devant une forme d'exil de son passé, mais qui n'était pas un exil comme effectivement cette expérience que fait Ulysse, hein, quand Homère dit Ulysse faiblit, hein, c'est-à-dire cette séparation, cette coupure, cette fissure, voilà, qui était une sorte d'exil forcé, parce que de toute façon, factuellement, c'est des réfugiés, voilà, c'est un exil forcé. Et donc, cette difficulté-là à assumer, un peu comme Ajax d'ailleurs, enfin pardon, je ne vais absolument pas comparer, il faut prendre ces comparaisons-là dans la limite de la démonstration qu'on cherche à obtenir. On ne veut pas comparer quand même Ajax, dément meurtrier, avec évidemment les actes de résistance des mires ne tuent pas des moutons. Voilà, ne tuent pas des moutons. Mais c'est-à-dire cette question effectivement d'assumer ce que moi, en tant qu'un autre, j'ai fait, et effectivement de constater que si je dis, tant que je dis je ne peux pas assumer. Tant que je dis je, en réalité, je ne peux pas assumer. Parce que je ne peux rien. Et qu'effectivement, sans la situation du Chili des années 80, alors moi je parle, tu connais mieux que moi, mais il y avait cette impossibilité-là à assumer ce qu'ils avaient fait. Hein. Donc cette expérience douloureuse de cette distance à soi. Voilà. Donc encore, on n'est pas pour le coup dans un nœud, le moment là précis de cette conférence, réunion n'était pas en soi effectivement ce nœud existentiel, ce nœud de... Mais là on ressentait cette angoisse du recul par rapport à ce passé en extériorité, avec lequel ils engageaient un pur rapport d'extériorité. Alors, nous on va continuer. Pour nous c'est un point important parce que ça nous conduit, cette discontinuité avec soi, n'est-ce pas, cette non-substantialité du sujet, nous conduit au pas suivant qui est à la recherche de qu'est-ce qui agit, hein, comment aujourd'hui on peut penser à agir, hein, comment on peut penser à agir. Une autre anecdote comme ça, que je vais raconter, mais bon, c'était une expérience incroyable avec celui qui avait été le chef de la guérilla Montoné lorsque c'était la guérilla péroniste en Argentine. Cet homme qui est toujours vivant s'appelle Mario Firmenich. C'était quelqu'un qui était très connu par son mépris absolu envers les combattants montoneros, non? C'est-à-dire il envoyait les gens à la mort sans aucun problème. C'était vraiment quelqu'un qui, à tel point, avait un mépris de ses camarades, parce que finalement, dans une guérilla, l'autre, il a beau être commandant, mais toi,
tu es un camarade, tu vois, c'est-à-dire. Et il y avait, à tel point il y avait un mépris, c'est Firmenich, qu'il lui colle à la peau, même un soupçon de ne pas avoir été un double agent, un truc comme ça, chose que je ne pense absolument pas, sauf que c'était quelqu'un qui vraiment avait une sorte de superbe de caudillo et qui s'en foutait de la vie des gens. Et alors l'expérience était qu'un jour, on le fait parler devant une télé, lui il veut parler devant une télé, non? Il enregistre un documentaire qui est toujours par là, et Firmenich, il raconte comme ça, alors on voit là un mec, un petit gros, comme ça, voilà, qui raconte que oui, telle action, les gens sont morts, oui, voilà. Et alors, à un moment donné, la personne qui l'interviewe lui dit, mais tous ces morts-là, parce que c'était quand même vraiment envoyé à des actions suicidaires, hein, mais tous ces morts-là ne vous pèsent pas, ne vous dérangent pas, donc il les parle à Firmenich aujourd'hui. Et c'est là où il y a ces moments que je vous assure, je vous trouve le passage, c'est fantastique, parce que là, c'est réel, là, il est là, non? Et là, on voit les mecs que plutôt de pouvoir répondre à partir de « bon, je suis un petit gros de merde qui a fait un doctorat d'économie et que voilà, j'ai survécu pendant que la plupart de mes combattants sont morts sous mes ordres », plutôt que d'être celui-là, tout à coup, le petit gros se met comme ça et il essaye d'être le commandant Firmenich. Et alors il répond « vous savez, si on ne veut pas des morts, on ne fait pas la guerre. Hein. » Voilà, donc les mecs, il se remet, non? Et il nargue la journaliste en disant « mais ma pauvre petite, non, c'est-à-dire... » Et donc, et c'est là où il y a toute cette horreur. Pour moi, c'est une histoire très proche, peut-être ça me semble plus horrible que pour vous, mais effectivement, vous voyez, cette idée de quand même la mauvaise foi absolue dans laquelle les mecs, il dit « je suis toujours le commandant Firmenich ». Il refuse, vous voyez, cet appel concret qu'il a fait là concrètement à la journaliste, et qu'il a dit « non mais, dans cette situation, aujourd'hui, n'est-ce pas, comment tu penses toutes ces filles et tous ces garçons duquel tu n'as pas eu cure de les faire tuer sans aucun problème, n'est-ce pas? Et les mecs, ils ne répondent pas, vous voyez? Et alors, c'est ce rapport, c'est cette idée toujours dans laquelle tout ce qui conduit à la substantialisation du sujet, tout ce qui conduit à se penser comme un individu substantiel, comme un individu A égale à A, est toujours source de tristesse, d'oppression, de pathologies, n'est-ce pas, des dictatures, de tyrannies, parce qu'effectivement il y a cet extrême devenir, hein, cet extrême changement, cet extrême fleuve héraclitien, non, qui fait que justement, quand il dit « le soi ne peut pas être identifié à soi », c'est là où il va dire la phrase, Sartre, ben, un médecin, et pourquoi il dit un médecin? Voilà, c'est le mec qui s'est payé des études de médecine. Ben, s'il se prend pour un médecin, il est un fou, il est Sartre. Vous comprenez? C'est cette idée quand même de que toute revendication d'un sujet substantiel, bon, alors notre problème, effectivement, sera d'essayer de comprendre comment peut s'agencer un agir dans un monde dans lequel justement il y a eu une délégitimation, un changement matériel, objectif et aussi de la pensée par rapport au sujet. C'est-à-dire quel agir sous quelles conditions et qu'est-ce qui agit. En tenant compte un point sur lequel on était revenu il y a 2 séances, qui est le fait qu'aujourd'hui nous savons un point concret, nous connaissons un point concret de la complexité. Ce point concret de la complexité que vraiment une fois de plus évoque les génies de Spinoza dans l'éthique. Vous savez qu'en Spinoza dans l'éthique il dit « je peux agir bien et un agir bien peut provoquer un mal supérieur, ou je peux agir mal et ça provoque un bien supérieur. » C'est-à-dire que je ne peux pas maîtriser. Bon, aujourd'hui, ce qui était une voie dissidente de lumière, hein, c'est ce qu'on appelle les lumières ombres, non, pour Spinoza, hein, et aujourd'hui c'est devenu dominant dans notre monde comme réalité. Pourquoi? Parce que nous savons très bien, tous autant que nous sommes, nous le savons consciemment, peu importe, que tout acte d'un humain, des humains, d'un groupe, est une intervention dans un ensemble complexe, inextricable, dans lequel l'humain
une fois retourné de son exil, non, l'exil de la modernité, que l'humain se retire en tant que sujet et regarde le monde en tant qu'objet. Non, il y a une fin de cet exil. L'humain, aujourd'hui, il se pense dans l'ensemble. Il dit, oui, 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 qu'est-ce qu'on a fait de l'ensemble, non? Et alors, la question, c'est que cet humain qui se croyait faire l'histoire, se pose la question, mais qu'est-ce qu'il peut faire dans l'histoire? Qu'est-ce qu'il peut faire dans les systèmes? Et ces systèmes constituent des constellations dans lesquelles tout agir doit tenir compte du fait que l'agir des humains, un groupe, un développement, est un agir au milieu d'un ensemble dans lequel il y a un tas d'autres vecteurs agissants, non humains, et non maîtrisables, et pour une bonne partie non connaissables. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous devons faire, c'est ça la complexité, c'est ça un corollaire de la complexité. C'est-à-dire que une action, aujourd'hui, ne peut plus être légitimée depuis une compréhension rationnelle suffisante, etc., si cette rationalité-là ne tient pas compte, justement, du non-savoir central, qui n'est pas de l'ignorance, qui est de dire, attention, parce que le grand enseignement, la grande gifle au narcissisme de l'humanité qu'on a reçu depuis un siècle, est de savoir nous rendre compte que notre agir, aussi correct soit-il, n'est qu'un vecteur dans un ensemble non dénombrable. Et ceci, effectivement, l'autre jour, j'étais avec une journaliste qui me dit, mais donc, on ne peut plus agir, on ne peut rien faire. Non, ceci marque une éthique situationnelle, une éthique de l'agir dans laquelle, effectivement, tout agir doit partir de la base de cette multiplicité complexe que je ne peux pas prétendre savoir les conséquences ni comment leur donner. Donc tout agir doit être un agir à partir d'un certain empirisme spinoziste, n'est-ce pas, de dire j'agis mais je dois atteindre les mécanismes de régulation en essayant de comprendre un tout petit peu, non, une pensée qui en mesure plombant, non, essaye de comprendre un tout petit peu qu'est-ce qui se passe comme mouvement antagoniste, des mouvements de régulation, des mouvements de modification, n'est-ce pas? Et ça marque effectivement, contrairement à la position conquérante de la technoscience, etc., ça marque effectivement les besoins dans notre époque d'une certaine, pour le nommer comme ça, puisque ça s'appelle comme ça, d'une certaine sagesse, n'est-ce pas? Qui dit que l'agir, aussi urgent, aussi nécessaire soit-il, aussi juste soit-il, il doit savoir qu'il n'est qu'une partie dans un ensemble et que pour que cet agir ne soit pas vain, négatif, etc., la seule possibilité que nous avons aujourd'hui pour aujourd'hui, dans 100 ans, j'en sais rien, mais aujourd'hui pour aujourd'hui, c'est d'apprendre cet agir comme un élément d'un ensemble dans lequel tous les autres vecteurs sont des vecteurs non humains, n'est-ce pas? Comme ces retours, c'est vrai, effectivement, les retours de l'exil, ce n'est pas que l'homme conquérant est revenu, c'est que l'humanité, en tant qu'espèce particulière, a une idée un peu plus adéquate aujourd'hui que par la modernité, parce qu'elle sait, comme l'écrit Spinoza, que l'homme n'est pas un empire dans l'empire. L'homme n'est pas un empire dans un empire. Et ça, c'est quand même quelque chose de très compliqué parce que malgré tous les changements, malgré que la crise de notre société, de notre culture, pardon, a plus d'un siècle, individuellement ou collectivement, on continue à penser l'agir en termes virils, conquérants, et comme si on pouvait regarder dès l'extérieur un ensemble dans lequel nous sommes inclus. Et comme tout ensemble complexe, il reste en bonne partie obscur pour les éléments qui le composent. Mais ça ne t'a pas empêché d'écrire les 2 derniers livres qui sont des actions tout à fait... Non, mais ça ne m'empêche pas seulement pas d'agir, au contraire. Plus tu as des idées adéquates, plus tu agis. Sauf cet agir-là. Non, mais moi je pense que ça, ce n'est pas une condition d'arrêter d'agir.
c'est une condition de l'agir. Sauf que cet agir-là, si tu veux, paradoxalement, ça ressemble beaucoup à non-agir des sagesses orientales. Tu vois, parce que les non-agir des sagesses orientales, les non-agir est la condition de l'acte. Mais le non-agir, c'est justement le tir à l'arc, c'est-à-dire que ça coule des sources. Que ça coule des sources. Oui, mais pour que ça coule des sources, il faut quand même cette idée adéquate qui te permet non pas de voir quelle est justement ta volonté, Exactement. mais de voir de quel côté passe la puissance de la situation.